Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 6 septembre 2021 avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons la tournée de la presse avec le quotidien Jeune Afrique où nous lisons: selon les informations de Jeune Afrique, c'est un lieutenant-colonel et ses hommes du groupement des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée, aussi bien entraînés qu'équipés, sont à l'origine du coup d'État en Guinée. Entouré de militaires en treillis masqués et les armes à la main, Alpha Condé apparaît sur un canapé du palais présidentiel. Le président guinéen, âgé de 83 ans, semble avoir bien, mais reste silencieux aux mains des putschistes. Toujours en ce qui concerne la Guinée, alors en Guinée, des tirs nourris d'armes automatiques ont ralenti dans le centre de Conakry, théâtre d'une probable tentative de coup d'État menée par des militaires qui ont capturé le président Alpha Condé. Dalia Karam nous donne plus de détails. Des officiers des forces spéciales guinéennes ont affirmé dimanche avoir capturé le président Alpha Condé, pris le contrôle de Conakry et dissous les institutions lors d'un coup d'État qui pourrait sonner la retraite d'un vétéran de la politique africaine. Aucun mort n'a été rapporté dimanche malgré les crépitements intenses d'armes automatiques entendus dans la matinée dans la capitale. Le chef des forces spéciales a déclaré dans une vidéo qu'il a été décidé après avoir pris le président de dissoudre la constitution en vigueur et de dissoudre les institutions dont le gouvernement. Il a également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ce pays d'Afrique de l'Ouest plongé depuis des mois dans une grave crise économique et politique. Dans la soirée, les putschistes ont annoncé au journal télévisé un couvre-feu à partir de 20h sur toute l'étendue du territoire national, le remplacement des membres du gouvernement par les secrétaires généraux de chaque ministère pour expédier les affaires courantes et celui des préfets, sous-préfets et gouverneurs de la région par les militaires. En outre, ils appellent les fonctionnaires à reprendre le travail dès ce lundi et convoquent les ministres sortants et les présidents des institutions à une réunion lundi à 11h locale et GMT. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné toute prise de pouvoir en Guinée par la force du fusil, appelant à la libération immédiate du président Condé. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamnent toute prise de pouvoir par la force et demandent la libération immédiate du président Alpha Condé et appellent à une réunion d'urgence de l'organisation. La France a appelé elle aussi à la libération immédiate et sans condition du président Condé, à l'instar du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, qui invite tous les acteurs à agir dans le respect de l'état de droit, de l'intérêt de la paix et pour le bien-être de la population guinéenne. Enchaînons avec le quotidien Libération. Alors que le conflit dans la région a mis en péril les populations civiles, l'ONU a dénoncé ces derniers jours un blocus de l'aide humanitaire. Plus de 150 camions d'aide humanitaire sont parvenus ces 2 derniers jours dans la région éthiopienne du Tigré où, selon l'ONU, des millions de personnes sont menacées de famine. L'Union africaine avait appelé le gouvernement éthiopien à faire davantage pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire au Tigré et garantir que la population ne meure pas de faim. Et passons à la Radio France Internationale au Maroc, en Algérie et dans les autres pays du Maghreb. Près de 250 intellectuels, membres de la société civile ou même simples citoyens signent une lettre ouverte pour appeler à la raison les dirigeants ainsi que l'opinion publique et pour mettre fin à l'escalade des tensions entre les deux pays. S'ils reconnaissent les nombreux litiges entre les deux États, les signataires rejettent l'idée d'une confrontation entre voisins. Toujours Radio France Internationale,
Au Kenya, si la situation épidémique se stabilise dans le pays avec 840 nouveaux cas détectés au cours des dernières 24 heures, la vaccination progresse lentement. Moins de 3% de la population adulte kenyane a reçu 2 doses. Alors, Nairobi tente de mettre les bouchées doubles. L'objectif du gouvernement est ambitieux, vacciner 10 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Pourtant, seuls un peu plus de 800 000 adultes ont reçu les 2 doses. « 29 migrants, dont 4 enfants et 2 femmes enceintes, ont été secourus vendredi au large des côtes libyennes. Plus de détails dans ce commentaire signé Dalia Karam. Cet homme tente de rassurer ces migrants au large des côtes libyennes. Ce n'est pas un garde-côte, mais il fait partie de l'ONG allemande CI, qui effectue régulièrement des sauvetages en mer grâce à son navire humanitaire qu'on peut d'ailleurs apercevoir au loin en rouge. 29 migrants, dont 4 enfants et 2 femmes enceintes, étaient à bord de ce bateau de fortune. L'ONG allemande serait maintenant à la recherche d'un port sûr. Elle a demandé de l'aide aux autorités italiennes et allemandes et espère une réponse favorable. Malgré la sécurité qui y règne, la Libye demeure un point de passage important pour des dizaines de milliers de migrants qui chaque année cherchent à gagner l'Europe par les côtes italiennes, situées à environ 300 km des côtes libyennes. Le nombre de migrants décédés en mer en tentant de rejoindre l'Europe a plus que doublé en 2021. Depuis le début de l'année, plus de 1000 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée, selon des chiffres de l'ONU. La Libye est le principal pays de départ de l'immigration en provenance d'Afrique. Il faut à peine 70 km de traversée pour sortir des eaux territoriales libyennes. Du Niger, du Soudan ou encore du Tchad, les routes de l'immigration clandestine aboutissent toutes en Libye. Des dizaines de milliers de migrants venus d'Afrique en quête d'une Eldorado en Europe, Eldorado en Europe, ils sont la proie de trafiquants quand ils ne meurent pas en tentant la traversée. Le nombre de migrants décédés en mer en tentant de rejoindre l'Europe a plus que doublé cette année. Près de 970 personnes ont péri en Méditerranée depuis le début de l'année. Malgré une insécurité persistante, la Libye demeure un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants cherchant chaque année à gagner l'Europe par les côtes libyennes distantes de quelques 300 km des côtes libyennes. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous actuellement en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique, qui va nous jeter la lumière sur la question de l'immigration clandestine. Bonjour, Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quelles sont les causes de l'immigration clandestine? C'est le manque de travail, c'est-à-dire les jeunes gens, ils n'ont pas de possibilité de travail, donc ils tentent leur chance pour aller ailleurs et peut-être trouver des possibilités un peu meilleures. C'est justement la raison, la seule raison, disons, de l'immigration clandestine, malheureusement. Et on parle de beaucoup de pays, surtout dans l'Afrique, où les possibilités d'emploi sont minimum. Donc, comme je viens de dire, ils prennent beaucoup de risques pour tenter leur chance et trouver un travail qui soit respectable pour, disons, changer un peu leur train de vie et aussi un peu leur niveau. Ouais. Quelles sont les conséquences qu'affrontent ces migrants outre l'affreux destin de la noyade? Il y a beaucoup de... Premièrement, ils peuvent se noyer certainement, comme vous l'avez dit, mais d'autre part, si même ils arrivent, ils peuvent être déportés, encore une fois, et retourner où ils viennent. Dans certains cas, ils sont les victimes de bandits, etc. Ils sont volés et ils ne partent même pas. Parfois, ils leur disent... c'est-à-dire, il y a beaucoup de hasard et beaucoup de dangers. Mais en principe, comme je viens de dire,
ils sont désespérés et pour eux, ça c'est un espoir, disons, si jamais ça se réalise, surtout qu'il y a quelques-uns d'entre eux qui sont arrivés en Europe particulièrement, et ils ont commencé, ils ont fait des carrières réussites. Donc il y a toujours l'espoir que si jamais j'arrive, je travaille, je pourrais faire je cela, vais changer ma vie, mais dans beaucoup de cas, ça n'arrive jamais. Comment pourrait-on remédier à ce problème? Développement durable, c'est-à-dire, ou bien, premièrement, exécuter des projets, méga-projets, comme justement on fait en Égypte maintenant, les grands projets d'infrastructures, etc., qui emploient beaucoup de monde. Donc on peut offrir aux jeunes gens des possibilités et d'offres d'emploi qui soient très raisonnables. Donc si jamais cela ne partirait pas, ou bien le développement durable, donc établir des industries, des projets, des entreprises qui emploient des gens ou qui donnent des aides et des prêts aux jeunes gens pour commencer à établir leur propre travail. Leur propre projet. Ce sont les deux moyens, c'est tout. Plusieurs rapports de médias suscitent l'implication de certaines ONG dans le trafic des humains vers l'Europe. Qu'en pensez-vous? Non, répétez la question s'il vous plaît. Plusieurs rapports de médias suscitent l'implication de certaines organisations non gouvernementales dans le trafic des humains vers l'Europe. Qu'en pensez-vous? Certainement, c'est un travail, ce qu'on entend, c'est un travail qui fait beaucoup d'argent. Donc si jamais il y a des organisations, des NGO, etc., des organisations non gouvernementales qui sont là, ils vont faire de l'argent. Si jamais ils interviennent pour justement empêcher ça et essayer de donner une aide pour les jeunes gens qui tentent leur chance dans l'immigration clandestine. Mais en principe, je dois mentionner que les dernières années en Égypte, nous avons vu que ça a diminué et nous n'avons pas vu presque un cas disons, minimum cas de migration clandestine à partir de l'Égypte, mais il y a des jeunes gens qui viennent d'autres pays de voisinage et passent justement en transit à l'Égypte vers la Méditerranée pour aller ailleurs. Mais en principe, espérons bien que les projets vont continuer et on va cesser de voir ce phénomène terrible. L'espérons. Merci. Nous vous remercions infiniment, Dr Raouf Gafar, analyste politique. Et enchaînons avec un couple burundais qui laisse parler leur imagination à l'infini par des créations en bois. Selon eux, le bois est à la base de toute œuvre d'art et qu'ils créent, mais s'ils n'oublient pas qu'ils doivent préserver l'écologie. Shamseneni nous donne plus de détails. Quelque part dans un quartier de Bujumbura, un artiste s'active dans son atelier. Passionné par le bois, Clovis a créé son entreprise il y a quelques années avec son épouse. Et donc, sans surprise ici, tout tourne autour du bois. Meubles, objets de déco, jouets pour enfants. La Maison du Bois est une entreprise d'art. Une entreprise familiale fondée par 2 personnes passionnées par l'art. Juste, c'est une maison d'art qui accompagne les mariés depuis les fiançailles jusqu'à la vieillesse, je dirais, explique l'artiste. Si Clovis a choisi d'exploiter le bois, c'est parce que selon lui, avec cette matière, on peut laisser parler son imagination à l'infini, comme en témoignent ses nombreuses créations. Dans le bois, on peut tout trouver. On peut trouver des éléments de décoration, on peut même faire des montres en bois, on peut faire des sacs à main en bois et on peut faire des jolis tableaux de mariage ou d'événements. L'artiste partage sa passion
l'art avec son épouse Gloria, qui créait des poupées pour des petites filles. Clovis utilise le bois comme matière première pour ses créations, mais il n'en oublie pas pour autant sa conscience écologique et environnementale. Il affirme avoir déjà planté plusieurs hectares d'arbres. Mesdames et messieurs, avec ce commentaire, nous arrivons à la fin de notre édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV et la transmission en française se poursuit jusqu'à 13h locale. Restez avec nous et bonne journée. Au revoir.